Para mí es realmente un honor y un placer presentar al profesor, filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky, quien fue durante muchos años profesor agregado de filosofía de la Universidad de Grenoble y que inauguró con su libro La Era del Vacío a comienzos de la década de los 80 una nueva forma de sociología crítica no pesimista, premunido de una narrativa sugerente, de un pensamiento que se sirve de la paradoja para romper esquemas e ir develando las nuevas formas en que la subjetividad muta en este tiempo que él llama la hipermodernidad. Dejo con ustedes a Gilles Lipovetsky, para quien pido un cálido aplauso. Merci Martine pour cette belle présentation où je me suis reconnu parfaitement. Merci à vous tous d'être aussi nombreux dans cette si belle ville de Valparaiso pour venir discuter ensemble d'un thème qui nous touche quotidiennement, à savoir les marchés de la sensibilité, les marchés de la beauté, les marchés de l'émotion. Comme vous le savez, le capitalisme n'a pas très bonne presse, et ce n'est pas nouveau. Depuis le XIXe siècle, le capitalisme n'a jamais cessé d'être accusé, d'être destructeur non seulement des hommes dans les mines, par les conditions de travail, mais aussi dans la culture, dans la beauté. Des auteurs comme Ruskin, comme William Morris, dès le XIXe siècle, ont dénoncé la mécanisation moderne, la laideur, le mensonge des produits industriels, le kitsch, la répétition des produits qui créent un univers d'horreur. Et le phénomène se continue aujourd'hui au travers de la critique systématique de la télévision, des séries, de l'industrie culturelle qui produit un monde de banalité, sans oublier évidemment l'urbanisme moderne qui est très souvent monotone et ennuyeux. Et enfin, surtout, le capitalisme est en train peut-être même de ravager la beauté naturelle avec la pollution, les destructions des microclimats. Donc le constat est grave, il touche les paysages, il touche la culture, il touche les objets. Tout semble comme si nous vivions dans un monde d'horreur, un monde qui ne cesse de s'enlaidir, de détruire partout systématiquement le beau et le charme. Il faut être clair, ces critiques sont souvent justes. Je ne vais pas prendre le contre-pied de cela, ce serait un comble de dandysme intellectuel que de faire ça. Non, ces critiques sont justes, mais à condition de ne pas aller trop loin et de voir qu'il y a aussi un autre aspect des choses. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce thème, j'observais simplement que les intellectuels, les gens qui réfléchissent sur le capitalisme, montrent l'horreur de ce monde, mais en même temps, ils écoutent de la musique, ils aiment les groupes rock, ils aiment la pop, ils vont au cinéma, les femmes, elles aiment les robes qu'elles s'achètent, elles aiment les produits de beauté, ils aiment voyager, ils aiment faire du tourisme. Eh ben bon, alors, quelle est la place de ça ? Si nous consommons uniquement de la laideur, si nous sommes dans un monde d'aliénation esthétique totale, mais les intellectuels, ils vivent comment ? Ils aiment aussi leur voiture, ils aiment leur smartphone, ils aiment leur intérieur de la maison. Vous aimez votre maison avec la manière dont vous le décorez, vous aimez faire arranger votre jardin, etc. Alors quelle est la place de ça ? Est-ce qu'on ne doit pas donner une signification
N'y a-t-il pas une positivité, malgré tout, dans ce système? Et c'est ça qui m'a conduit à vous montrer que si le capitalisme est destructeur, qui c'est indéniable, il est en même temps le seul système économique qui a annexé dans son fonctionnement intrinsèque le paradigme esthétique, et cela sans aucun précédent. Cette dynamique-là, elle a commencé lentement, mais à un moment qu'on peut parfaitement montrer, et qui est la seconde moitié du XIXe siècle. Permettez-moi juste un exemple, parce que vous allez vite comprendre le sens de ça. Au milieu du XIXe siècle, c'est un exemple français, c'est l'invention de ce qu'on a appelé les grands magasins, department stores. Les grands magasins. Avant, les magasins, c'est des petites boutiques. Balzac critiquait, montrait ces petites échoppes où on entasse les marchandises, si vous voulez. C'est le souk, hein, c'est le marché, on met les choses, et puis les gens achètent. Vous allez voir, vous regardez, vous marchandez, et puis on fait les achats. Et à partir du milieu du XIXe siècle, il y a un commerçant de génie qui s'appelle Aristide Boucicaut, et qui, lui, pour la première fois, fait appel à quelqu'un que vous connaissez tous ici, puisqu'il s'agit de Gustave Eiffel, le père de la Tour Eiffel. Et il fait construire une sorte de temple commercial qui s'appelle le Bon Marché. C'est sur la rive gauche, à Paris, et qui va devenir le prototype des grands magasins. Le succès est formidable. Ça crée une sorte de fièvre dans tout le monde occidental. Les Américains, les Anglais vont copier le modèle. Or, qu'est-ce que fait Boucicaut? D'abord, il fait un magasin gigantesque, mais avec une architecture de spectacle extraordinaire. C'est la naissance des architectures de verre et de fer, des coupoles. Vous allez aux Galeries Lafayette à Paris, vous avez encore ces grandes coupoles absolument superbes. Vous entrez, c'est une sorte de cathédrale liée au commerce, évidemment, mais qui crée une sorte de fascination extraordinaire de la part des consommateurs. On appelle alors, c'est la 8e merveille du monde, tellement il y a des papiers de partout. Boucicaut, il fait des grandes vitrines, il présente les marchandises comme un spectacle, il fait venir des artistes, des concerts, des expositions. Boucicaut a à peu près tout inventé dans le marketing moderne, si vous voulez. Il a compris que la marchandise, c'était un spectacle qui fait rêver, qui crée la passion, au point que le grand magasin va être dénoncé dans certains textes en l'accusant d'avoir fait naître un nouveau vice, pas chez les pauvres, chez les femmes de la classe moyenne. Et ce vice, c'est quoi? La kleptomanie. Et parce qu'elles ne peuvent pas résister. Elles rentrent dedans, elles voient ces spectacles, ces objets. Elles volent. Et le grand magasin est assimilé à Satan. C'est le Satan d'aujourd'hui. Zola écrira Au bonheur des dames, ce magnifique livre, je vous invite à le lire, où il a, avec son réalisme, il s'est inspiré directement, et ce qu'il dit d'ailleurs dans le livre est juste, historiquement est juste, il s'est inspiré de Boucicaut pour montrer le travail, aujourd'hui on appellerait de la manipulation, mais non, il faut discuter du terme, mais enfin, la manière dont le grand commerce va arriver à attirer les gens, et pas simplement par des marchandises, mais par l'esthétisation de la marchandise. Et là, on a en germe ce qui va ensuite se développer partout
dans les univers de la consommation et qu'on va trouver dans la publicité, le design, le cinéma, la musique enregistrée, le packaging. Tous ces dispositifs-là marquent le mariage, la combinaison de la marchandise et de l'esthétique. Pendant plus d'un siècle, ce capitalisme-là est encore relativement marginal. C'est les grands magasins, c'est le début du cinéma, les disques 78 tours, c'est des petits marchés encore, si vous voulez. Mais aujourd'hui, alors c'est là l'objet de la conférence, évidemment, c'est que ces activités économiques marquent un développement considérable, ont une place considérable dans l'économie globale. Nous sommes en effet désormais au moment où l'activité esthétique du capitalisme est devenue structurelle, exponentielle, présente dans tous les secteurs de la consommation marchande. Nous vivons, en d'autres termes, non pas, comme je le disais au début, le temps de la diminution, de l'élimination de l'esthétique dans l'univers contemporain, nous vivons le temps de la prolifération, de l'inflation esthétique portée par le capitalisme de l'hyperconsommation. Cet âge d'esthétisation des marchés est exceptionnel dans l'histoire, car jusqu'alors, l'art, les processus d'esthétisation renvoyaient à des petits mondes. Le monde de l'Église, qui étaient les commanditaires de l'art, dans les cathédrales, les tableaux, et ça c'était le monde de l'Église qui commandait les œuvres d'art. Et puis après, à partir de la Renaissance, le monde des princes, le monde des rois, et qui étaient donc des petits mondes. Et ailleurs, c'était le monde de la tradition, ce n'était pas un monde de l'art. Et de ce point de vue-là, une nouvelle page historique s'ouvre. Cette nouvelle page, c'est celle qui voit triompher précisément l'art pour le marché, l'art par le marché. J'ai proposé d'appeler ce nouvel état de l'économie libérale par un terme qui est une sorte d'oxymore, le capitalisme artiste ou capitalisme transesthétique. C'est presque une contradiction, presque choquant d'associer le capitalisme, cette machine à broyer, comme disait Marx, les êtres, la culture, et de l'associer à cette chose sublime qu'est l'art. Et pourtant, c'est bien ce qui se réalise. Le capitalisme artiste se définit très précisément par l'incorporation systématique, structurelle, du paramètre esthétique dans tous les secteurs qui touchent à la consommation. Je précise ceci, ce n'est pas tout le capitalisme qui est artiste. Le capitalisme financier n'a rien à voir avec le capitalisme artiste. Le capitalisme artiste touche ce que l'on appelle le capitalisme de consommation. Donc, où le consommateur final, ce sont les ménages donc, qui achètent des produits pour leur vie quotidienne. Cette dimension esthétique renvoie bien sûr à toutes les opérations formelles, la décoration, la stylisation, la séduction des produits, le design, et qui aujourd'hui ne cesse de se développer. Regardez les anciens aéroports, ceux qui ont été faits dans les années 50, 60. Regardez aujourd'hui quand vous entrez dans les nouveaux aéroports, vous avez l'impression d'être dans des galeries marchandes. C'est incroyable, avec des vitrines de luxe, des magasins de resplendissants, des restaurants, des bars, des magasins, des marques. Les aéroports eux-mêmes
ont une dimension esthétique. Je suis repassé là par l'aéroport de Madrid avec un toit absolument superbe où vous avez une véritable émotion esthétique à l'intérieur même d'un objet strictement fonctionnel qui est l'aéroport. L'aéroport, c'est fait pour être efficace. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui. L'efficacité doit se marier avec quelque chose qui est expérientiel et qui est l'émotion. Donc, les aéroports, les paysages, les gares deviennent partout des objets sur un travail esthétique. Voyez les restaurants, les bars, le travail permanent d'esthétisation de leurs espaces comparé aux petits cafés de quartier que j'ai connus dans les années 50 où il n'y avait aucune recherche esthétique. Aujourd'hui, on fait venir des architectes d'intérieur, des designers pour trouver un style, un look qui plaise. Il faut plaire, et plaire notamment par l'émotion, l'expérience esthétique. Mais esthétique doit s'entendre aussi au sens grec primitif de aesthesis. Aesthesis, en grec, c'est les sensations. C'est le premier sens d'esthétique. Après, les modernes ont lui faire le sens de la beauté, mais au départ, aesthesis, c'est les sensations. Eh bien, le capitalisme artiste, c'est ainsi le système qui ne cesse d'exploiter, de mobiliser, de solliciter les plaisirs et les émotions. Il est ce système qui fait appel aux émotions, qui stimule les affects, les imaginaires, bref, qui nous fait rêver, sentir, nous divertir. Il est ainsi le système qui construit, en vue du profit, ce qu'on pourrait appeler les marchés de la sensibilité. Le capitalisme artiste fonctionne en ce sens comme une ingénierie des rêves, de l'émotion et de l'imaginaire, et c'est ce qui fait la fascination de la marchandise ou le fétichisme de la marchandise, qui tient à cette capacité de mobiliser tout ce qui nous touche. Prenez une industrie comme le cinéma, comme la musique, ce sont des fabriques d'émotions, et nous vendons et nous achetons de l'émotion. Alors que traditionnellement, l'économie, c'est ce qui produit des produits utiles, à part le tout petit domaine du luxe. Le reste, on achète du blé, des pommes de terre, tout ce qu'il vous faut pour vivre. Ça n'avait rien d'esthétique. Et aujourd'hui, si. Alors, très vite maintenant, quels sont les traits structurels qui caractérisent ce nouveau visage du capitalisme tentateur? Premier trait, il renvoie au triomphe généralisé du design. Plus aucun objet aujourd'hui, du plus banal au plus sophistiqué, ignore l'intervention du design. Même les produits autrefois les plus utilitaires, qui n'avaient rien à voir avec la dimension esthétique. Les lunettes, les montres, les brosses à dents, les enseignes de commerce, tout cela aujourd'hui fait l'objet d'un travail d'esthétique. On fait venir des designers. Stark est devenu célèbre avec sa brosse à dents. Une brosse à dents, c'est vraiment utilitaire. Ah oui, non, mais brosse à dents, non, mais attendez, il faut des couleurs. On va faire des collections de brosses à dents, présentées comme des vêtements. On a même un travail esthétique sur le papier hygiénique, sur les poubelles. C'est une dynamique d'esthétisation sur le design, etc., pour que ce soit joli, assorti à la couleur de la salle de bain. Il n'y a plus aucun objet qui soit épargné par ce travail de design généralisé. Un design, d'ailleurs, qui aujourd'hui n'est pas uniquement centré sur les objets matériels, mais qui investit les odeurs,
les sons, les sensations tactiles. Vous avez maintenant un marketing sensoriel, comme on dit. Vous entrez dans certains magasins, vous sentez de la lavande. Ah, ben on vous vend la Provence. Ah, bon, c'est le bonheur. Vous êtes dépaysé et vous êtes un bon acheteur, bon, etc. Mais il y a esthétisation, vous voyez, de l'atmosphère, du cadre même du magasin. Cette importance du design, d'ailleurs, elle n'est pas nouvelle, mais elle date de 1880. 1880, c'est la naissance des produits vendus en paquet, et qui va donner le packaging, parce qu'avant, il n'y avait pas ça. On vendait en vrac. Vous achetez du lait, vous preniez, on vous remplissait votre bouteille de lait, et puis vous repartiez. Avec la production en masse, la production sérielle, on vous vend des produits que vous ne voyez pas, vous ne les touchez pas, vous ne les sentez pas. Ils sont vendus en paquet. Mais en paquet, quel paquet? Alors là, il faut trouver un paquet attractif qui vous distingue des autres. Donc le travail de packaging est devenu quelque chose qui relève de ce travail de la sensibilité, des émotions, du plaisir. Et partout, nous avons ce phénomène-là. Alors, il faut du packaging, il faut du graphisme, avec des lettres qui plaisent, etc. Il y a en même temps, par rapport à ce qu'était le design au départ, des années 1910-1920, là aussi, on voit monter le paradigme des émotions, le paradigme du sensible. Les premières formes de design, quand on voit le design de Breuer, de Rietveld, de Le Corbusier, de Charlotte Perriand, c'est un design froid, un design d'ingénieur, un design fonctionnaliste. Vous avez maintenant, au contraire, un design sensible qui touche les émotions, qui font rêver, et qui part dans des directions extrêmement diverses. Il faut que des objets aient un pouvoir d'évocation sentimentale, de plaisir sensoriel, avec des nouveaux matériaux qui permettent de toucher, par exemple, le plaisir sensitif de certaines matières, qui évoquent des associations, et non pas simplement ce qu'était au départ le design, c'est-à-dire la vérité de l'objet, délivré de toutes les ornementations bourgeoises qui faisaient horreur. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ce dogmatisme qui s'incarnait dans le design fonctionnaliste, mais au contraire, dans quelque chose qui touche les sensations et les émotions. Aujourd'hui, en quelque sorte, pour vendre un objet, on ne vend plus simplement un produit, mais on vend un style, de la beauté, des émotions, des sensations. Le monde marchand est devenu tout à la fois valeur d'usage, valeur d'échange et valeur esthétique au sens large du terme. C'était le premier trait. Deuxième trait, c'est l'extraordinaire diversification des styles. Cette diversification, on la trouve partout. On la trouve dans la décoration, le design, l'art, la musique, le cinéma, l'architecture, la cuisine même, puisque même la cuisine aujourd'hui, une cuisine d'émotion, une cuisine d'expérience. On ne va plus au restaurant simplement pour manger. C'est une expérience complète, globale, esthétique. Ça ne fait rien ce qu'on mange, c'est plus important, c'est l'émotion que l'on a dans le restaurant pour que ce soit tout à fait nouveau, etc. Bon, mais tout le monde va vite comprendre. Il y a beaucoup de jeunes ici, ils écoutent la musique numérique. Spotify, c'est plus de 30 millions d'offres musicales. Plus de 30 millions. Ça excède
la capacité de tout un chacun. Nous sommes bien, ce que je disais, dans la surabondance esthétique, dans la prolifération de l'offre esthétique. La musique en est un exemple, mais maintenant c'est la même chose pour les films et les téléfilms, avec la multiplication des plateformes de vidéos on demand. C'est Netflix, Amazon, ça va se multiplier, où vous pouvez revoir des films, des séries à l'infini. Et les styles, autrefois très homogènes, qui étaient le style moderniste, aujourd'hui cohabitent avec un design décoratif, un design expressif, néo-pop, conceptuel. Tous les styles, aujourd'hui, ont droit de citer. Alors, bien sûr, ce n'est pas nouveau. Il y a eu toujours, dans les sociétés antérieures, des styles différents. Par exemple, sous l'Ancien Régime, il y avait la culture d'élite, la culture de la cour, et puis la culture populaire. Il y avait une très grande différence entre les deux. C'était le monde des paysans avec leur manière de chanter, de danser, de s'habiller. C'était un monde. Et puis il y avait celui de la cour. Alors là, l'élégance, le style, le raffinement des manières. Ils se détestaient d'ailleurs, avec un mépris total. Et justement, c'est là la différence. C'est que dans les mondes pré-démocratiques, il y avait de la diversité, il y avait de la différence, mais elle était hiérarchisée. Il y avait un centre qui fixait l'ordre des choses. Le monde de la cour, c'était ça, et puis les autres. Bon. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde éclaté, de monde de culture éclatée, fragmenté, balkanisé, et tous les styles cohabitent sans qu'il y ait la possibilité de faire une hiérarchie. Alors, présenté comme ça, c'est formidable, on est dans la prolifération, la profusion de styles, d'offres, de musique, de films, d'objets à profusion. Et il y a là un paradoxe incroyable, parce qu'en même temps, on n'a pas ce sentiment de diversité. Nous sommes dans une logique de star system. C'est-à-dire que plus il y a d'offres, et plus le succès se concentre dans une infime minorité de ces titres. Vous avez une prolifération d'offres, par exemple, de cinéma dans le monde entier, mais plus de 8 places de cinéma sur 10 sont prises par des films américains, par des blockbusters américains. Alors que vous avez une prolifération de films. Ils sont produits, ces films, mais c'est une minorité de gens qui les voient. Il y a une discordance complète entre cette prolifération et la réalité même du marché où le succès va au même. Et les succès sont de plus en plus énormes et ils raflent tout. L'argent, la célébrité, etc. Et les autres, il leur reste quasiment rien. C'est là ce qu'on peut appeler l'économie du star system. Alors il y a eu des théories qui ont dit oui, d'accord, mais vous allez voir, l'économie numérique va faire disparaître ça. C'est la théorie de la longue traîne. Ils ont dit maintenant, grâce à Internet, grâce au numérique, bon, tout sera stocké en immatériel, et puis les petits titres, des chansons, des livres, qui n'ont pas d'existence globale dans la société, finalement, avec le temps, ils vont exister parce que ce sera très facile à en disposer grâce à Internet. C'est hyper sympa, la théorie est sympathique, mais je crois qu'elle est fausse, malheureusement. Ce n'est pas ce qu'on observe. Il suffit de fréquenter un tout petit peu Netflix pour voir que vous avez tout le temps les mêmes films et qu'en plus on vous recommande les films qui ont eu du succès. Celui-là, 98% d'audience, l'autre, il en a que 50, donc personne ne va le regarder. Et
c'est un peu la même chose. En fait, la logique du Star System, c'est une loi terrible parce qu'il n'y a pas du tout de censure, il n'y a aucune contrainte. Ça se fait non pas parce que le marché est diabolique, mais parce que nous sommes victimes de la prolifération. Le succès appelle le succès et occulte les autres. C'est la même chose pour les musées. En France, on a une prolifération de musées, comme vous le savez, mais il y a 10 ou 15 musées en France sur 1000 qui raflent tout. Tous les gens veulent aller voir, ils veulent aller à Beaubourg, ils veulent aller à Orsay, ils veulent aller au Louvre, et puis il y a une prolifération de musées, personne n'y va, ou très 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 peu. Et personne ne les empêche, mais c'est comme ça. Donc voilà le paradoxe, un des premiers paradoxes, c'est que l'offre est gigantesque, mais la réalité concrète, c'est que les gens écoutent la même musique, vont voir les mêmes films, parce que c'est des célébrités. Et c'est la même chose dans le monde de l'art. Il n'y a jamais eu autant d'artistes, et en réalité, tous les grands succès, ça se ramène à 10 ou 20 artistes mondiaux qui raflent la mise et qui, eux, ont un succès international. Troisième grand trait caractéristique de ce capitalisme artiste hypermoderne, c'est l'escalade de la mode qui est devenue une structure du capitalisme marchand. En effet, le monde de la marchandise aujourd'hui obéit à un processus d'accélération systématique des changements de style, de mode. Les produits, la majorité des produits ne tiennent pas plus d'un an. On évalue à plus de 20 000 produits nouveaux en Europe la production. Sur ces 20 000, il y en a une minorité qui tient. Et c'est relancé l'année d'après avec à nouveau 20 000, 25 000 produits nouveaux. Bref, la logique qui était celle de l'éphémère, du changement permanent, qui autrefois concernait le vêtement, est devenue la loi du capitalisme de consommation. La marchandise, aujourd'hui, a absorbé cette petite logique qui est née en Occident, qui était la mode dans le monde des élites, et qui concernait le paraître. Ce qui concernait le paraître, aujourd'hui, touche aux objets, à la musique, à la culture. C'est partout la logique de l'éphémère qui l'emporte, pour des raisons d'ailleurs strictement économiques, parce que si c'est une excellente manière de relancer les affaires, si vous avez toujours la même voiture qui ne se démode pas, bon, vous gardez votre voiture. Et on le sait depuis General Motors, depuis les années 30, dans son combat contre Ford, Ford, il n'avait pas cette logique-là. Ford, il avait la logique ancienne. C'est pour ça qu'il a perdu. Parce qu'il s'est dit non, les voitures, il faut une voiture solide. Et pour le grand nombre. Donc il paye plus cher ses ouvriers pour avoir une voiture qui marche bien, solide. Mais il détestait la mode. C'était un puritain américain. Il dit, oh, la mode, bon, c'est le caprice, c'est le vice. Et General Motors, dans les années 30, il comprend autre chose. Il dit non, les gens n'achètent pas simplement une voiture pour se déplacer. Ils achètent une voiture aussi pour le plaisir, pour se montrer, pour leur visage social. Et si on change une forme d'aile, la couleur, on change un petit détail, on relance. Et au lieu de garder votre voiture, vous la vendez et vous en achetez une autre. Formidable pour le business. Sinon, à force, on ne bouge pas beaucoup. La logique de la mode est évidemment un formidable levier du développement du business à l'infini. Parce que là, il n'y a peu de limites. On peut relancer en permanence, même par des petits détails, par des choses futiles. Et c'est évidemment souvent ce qui se passe. On change très peu de choses et on recrée, on relance le désir. À présent, les jeux, les sports, les accessoires, les parfums, la télévision, l'hygiène, l'alimentation, les loisirs,
à peu près plus rien dans le domaine de la consommation n'est extérieur au mécanisme de la mode, au mécanisme de la séduction et de l'éphémère. Et en ce sens, nous sommes au temps de la mode généralisée ou de l'hypermode, et qui est une forme artistique, d'une certaine façon, qui était celui de l'art moderne, puisque l'art moderne a sacralisé l'innovation. Il faut changer en permanence au lieu de répéter. Eh bien, cette logique-là, qui est celle de la mode et de l'art, est désormais au cœur même du monde du capitalisme. Alors, dans ces conditions, on passe à l'autre caractéristique, l'avant-dernière de ce capitalisme artiste, et qui est ce que j'ai appelé une logique d'hybridation. Le capitalisme artiste ne se caractérise pas seulement par l'esthétisation systématique des marchés, il est aussi ce système qui a réussi à brouiller l'opposition classique entre l'économie, l'art, la mode, la culture. Dans le monde moderne, les choses, dans les sociétés anciennes, il y a toujours eu ce mélange. Mais dans les sociétés modernes, Max Weber a beaucoup développé cette thèse-là, il y a eu une séparation des sphères. Donc l'économie, l'art, la mode, la culture, tout cela obéit à des lois spécifiques. Or, on est maintenant à l'heure du mélange des genres, du croisement, de l'hybridation de l'économie et de l'art, et c'est pour ça que je parle d'un capitalisme transesthétique. Et je ne parle pas d'un capitalisme artistique. L'image d'un capitalisme artistique, ce serait un capitalisme qui est devenu esthète. Le capitalisme n'est pas devenu esthète. Mais il joue sur les différents registres et qu'il arrive à mélanger. Notre époque est donc marquée par la dérégulation des distinctions entre l'industrie et le style, la mode et l'art, le divertissement et la culture, le commercial et le créatif, la culture de masse et la haute culture. Chaque jour, le monde industriel se croise avec l'univers de la mode et le monde de l'art. Les ustensiles de cuisine et de salle de bain, la lingerie, les chaussures de sport, les lunettes ne sont plus seulement des produits techniques, mais ce sont des articles de mode. Peu à peu, tout devient article de mode. Même les casques de moto, on les vend comme des articles, des ustensiles de mode. Donc qui assure une sorte de look à celui qui l'achète, pas simplement pour se protéger des accidents de moto, mais avec un look, etc. Vous avez les lunettes. Bon, les lunettes, c'est une prothèse médicale. Plus du tout. Vous voyez, la multiplication des magasins de lunettes en ville, ce sont des magasins de mode. Et donc qui ont une vocation, une volonté esthétique. Dans ce contexte, les partenariats industriels avec les notoriétés de la mode se banalisent. Lagerfeld ou Marc Jacob ont dessiné des bouteilles de Coca-Cola. Karl Lagerfeld, qui est l'homme du luxe, de Chanel, et qui redesign la bouteille de Coca-Cola. Stella McCartney ou Madonna a fait des collections pour H&M. Vous savez, autrefois, ce n'était pas le monde dans lequel on était. Les gens qui étaient dans l'industrie, c'était des industriels.
Et les gens de la mode, c'était des gens de la mode, que l'on regardait un peu de haut. Bon, la mode, c'était la danseuse, c'est sympathique, mais bon, c'est pas très sérieux. Aujourd'hui, pas du tout. Il y a des partenariats sans cesse pour croiser le monde de l'industrie et le monde de la mode. On voit maintenant des marques qui font appel à des artistes d'avant-garde, des artistes du rap, du hip-hop, pour la conception de certains produits. Le rappeur américain Kanye West a créé des baskets pour Vuitton, pour Nike, pour Adidas, donc des produits de grande consommation, les baskets, et on fait appel à un rappeur. C'est un monde, parce que le monde du rap, c'est le monde des blacks américains dans les underground, et non, mais parfaitement intégré avec l'univers hyper marchand, hyper capitaliste de marques comme Nike ou Adidas. Vous voyez la nouveauté radicale du processus. Mais pas uniquement les grandes marques de masse. Vous avez les produits de luxe. Vuitton fait travailler chaque année des artistes d'avant-garde pour des collections de sacs. Murakami, Stefan Spruce, Jeff Koons ont créé des collections de sacs pour Vuitton. Pour les philosophes, il y a un problème. Parce que quand vous achetez un sac Vuitton, mais il est quand même signé Murakami, c'est un problème, parce qu'alors, vous achetez une œuvre de Murakami ou vous achetez un produit marchand Vuitton. Je ne sais pas comment répondre à la question. Toujours est-il, vous voyez, on est dans l'hybridation, le mélange des genres. Swatch, une montre de masse, qui a inventé la montre en plastique, si vous voulez, a fait réaliser de nombreux modèles en série limitée par Vasarely, Almodovar, Keith Haring, Sam Francis ont créé des modèles pour Swatch. Vous avez partout, sans arrêt, la volonté de déstabiliser les anciennes catégories modernistes de l'art et de l'économie, de l'avant-garde et du marché. Avant, l'art, c'était les artistes, c'était la bohème. Et la bohème, c'était un monde à l'envers. Ils ne respectent pas les valeurs, ils ne respectent pas l'argent, ils méprisent le marché. Les artistes ne méprisent plus le marché, pas du tout. Et en tout cas, le marché fait appel à eux. Il les intègre à bien des égards dans leur fonctionnement. On est dans un univers extrêmement différent de déstabilisation totale. Je reviens sur cette question de l'art et de la mode. Longtemps, encore jusqu'aux années 60, l'art et la mode et l'industrie, ce sont des mondes très différents. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que des créateurs de mode travaillent pour la grande industrie et en même temps, les musées présentent des créateurs de mode. Donc, la mode est intronisée, elle est consacrée dans le musée. Je me rappelle d'ailleurs, c'était au début des années 80, j'étais à New York, et c'est la première fois que je voyais ça, c'était Yves Saint Laurent, qui était au Metropolitan, la première collection, la première exposition d'un créateur de mode dans le musée. Le musée, depuis le XVIIIe siècle, parce que le musée est une invention du XVIIIe siècle, c'est la consécration des chefs-d'œuvre, des œuvres sublimes de l'humanité pour l'éternité. Mais alors, si la mode est dans le musée, alors c'est quoi? C'est que la mode, c'est de l'art. Ça ne me gêne pas du tout, mais simplement, c'est un changement complet de paradigme. Parce que la mode, c'était en général futile, c'était considéré comme secondaire. Donc, vous avez une déstabilisation complète. Les créateurs de mode sont consacrés dans le musée. Le musée s'ouvre à l'industrie, s'ouvre aux marques.
et d'ailleurs pour des raisons tout à fait économiques, hein, qui permettent au musée d'ailleurs d'exporter, comme le Louvre, qui devient une sorte de succursale et qui va ouvrir des portes à Dubaï ou au Moyen-Orient pour avoir ensuite des royalties. Donc on est dans un univers hyper marchand, mais cet univers hyper marchand, il fonctionne notamment à l'intégration du domaine esthétique. Et puis enfin, dernier trait, alors qui va nous rapprocher là de notre existence, qui caractérise le capitalisme artiste, c'est l'esthétisation des individus et des consommateurs. C'est un point capital parce que il y a l'idée que le capitalisme appauvrit l'existence, que les gens ne regardent plus que du porno et des choses nulles, et que les choses de l'art, la beauté ne les intéressent pas. Je crois que c'est une erreur complète de lecture. Nous assistons au contraire à la démocratisation des désirs et des aspirations esthétiques. Aujourd'hui, les individus sont de plus en plus demandeurs de musique, de films, de photos, de vidéos, de jardins, de paysages. Le capitalisme, par son offre proliférante, a créé le besoin, le désir de consommer des produits esthétiques. Je parlais tout à l'heure de l'exemple de la musique, qui est tout à fait révélateur. Nous sommes devenus des consommateurs permanents d'œuvres d'art. Alors, évidemment, je laisse de côté, parce que je n'ai pas le temps d'analyser qu'est-ce qu'on entend par art, mais je suis baudelairien, et comme Baudelaire, comme vous le savez, avait ouvert la mode et le maquillage à l'art, donc je me sens autorisé à également élargir le concept de l'art. Et toujours est-il que nous assistons à l'expansion considérable des désirs artistiques et non pas de leur dégradation. Voyez combien, par exemple, prenons juste cet exemple après la musique qui est tout à fait parlante pour tout un chacun, mais voyez par exemple l'essor du tourisme. Le tourisme, c'est un phénomène qui fait rire. Parce que, effectivement, s'il y a bien quelqu'un qui paraît le contraire de l'art, c'est le touriste. Le touriste, il n'a pas bonne image. Il se promène avec ses baskets, avec ses shorts, il mange ses sandwichs avec du papier gras, il est vulgaire, il parle fort, il n'arrête pas de prendre des photos. Bref, il est nul. Bon, ok. Mais c'est une image très insuffisante de ce que représente le tourisme. En réalité, le touriste, il est à l'affût d'expériences esthétiques, au sens de Paul Valéry, c'est-à-dire d'impressions inutiles. Le touriste traverse la planète tout entière. Pourquoi faire? Pour rien. Juste pour sentir. Éprouver des sensations devant la montagne, devant les pyramides, dans les musées, juste pour voir, juste pour être ému par les belles choses de la vie. Homo touristicus, c'est Homo aestheticus. Il est en quête d'émotions esthétiques. Alors, évidemment, c'est un esthétisme qui n'est pas celui d'Oscar Wilde ou de Baudelaire. Parce que le touriste, il est pressé. Alors, il va vite. On a mesuré, en moyenne, un touriste devant l'odalisque d'Ingres, il reste en moyenne 5 secondes. 5 secondes devant un tableau. Mais, s'il se déplace pour aller voir qui c'est qui a fait ce tableau, alors ça fait 9 secondes. Donc, si vous voulez, en effet, on peut plaisanter devant ça, mais
le fait est, c'est que la société contemporaine a généralisé le goût des expériences esthétiques dans les concerts, l'aménagement intérieur de chez soi, que nous aimons à notre goût, avec des couleurs, un mobilier qui nous ressemble. Les enfants eux-mêmes, on les amène chez Ikea pour qu'ils achètent des choses qu'ils aiment. L'esthétique, c'est d'avoir des choses que vous aimez, que vous pouvez vous approprier. Dans la musique, la vidéo, les voyages, partout il y a une surconsommation d'esthétique. Et non seulement de consommation, mais de plus en plus des gens maintenant veulent faire des choses esthétiques. Les chorales, le théâtre, les photos, la vidéo. Il y a désormais une explosion des artistes dits amateurs et qui ne se contentent plus de travailler ou de consommer, mais qui veulent s'exprimer au travers d'une multitude d'œuvres. Et enfin, et j'arriverai à ma conclusion, nous assistons à l'intérieur même du capitalisme artiste à la formidable explosion des professions artistiques. Rien qu'à New York, il y a 2 millions d'artistes. 2 millions à New York. Vous avez partout une inflation de tous les métiers qui sont relatifs à l'art. L'art n'est plus une petite chose, n'est plus un phénomène marginal ou périphérique de l'économie. Elle est intégrée dans ce phénomène-là. Alors, je vois le temps qui passe très vite. Permettez-moi juste de conclure à partir, on peut dire, de 2 grands problèmes. Premièrement, en prenant de la hauteur. Ce capitalisme artiste, c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que c'est un progrès ou pas? C'est évidemment un objet d'un débat terrible. Si vous êtes un écologiste radical, le capitalisme artiste, c'est une horreur. C'est une horreur parce qu'il vous stimule en permanence pour acheter. Et si toute la planète se met à acheter comme les Américains, il nous faudrait 5 ou 6 planètes. On ne les a pas. Alors, comment on va faire? Donc, on va dans le mur. Et il faut voir dans le capitalisme artiste une machine diabolique qui nous conduit dans le précipice. Est-ce qu'il faut alors, donc, du coup, pour les écologistes radicaux, il s'agit de réduire les besoins, de se débarrasser du superflu, de toutes ces tentations du capitalisme artiste, et nous recentrer sur les choses essentielles. Je comprends très bien la démarche. Je ne la partage pas. Je ne la partage pas parce que je la pense très bien moralement, mais utopique. On ne déracinera pas chez les hommes modernes le goût du changement, le goût de la nouveauté, parce que nous ne sommes plus dans des sociétés de tradition. Et dans les sociétés ouvertes, comme le disait Durkheim, il y a un appel de l'infini, de la diversité, de la différence. Du coup, je ne crois pas à l'austérité, je ne crois pas au puritanisme des mœurs, je ne crois pas à une écologie punitive. Je pense que la solution du problème ne sera pas de casser le capitalisme artiste, mais, d'investir dans l'innovation. Il n'y a que l'innovation technoscientifique qui permettra de résoudre les problèmes planétaires qui s'annoncent, nourrir 10 milliards d'individus, lutter contre le réchauffement climatique. Ça ne se fera pas simplement en dénonçant les jeux du capitalisme artiste. Nous devons proposer de nouveaux modèles, de nouvelles technologies capables d'économiser l'énergie, de réduire les dépenses, et c'est dans la mobilisation de l'intelligence et non pas dans la réduction de l'art que nous avons quelque chance d'aller vers le mieux. Deuxièmement, je pense qu'en dépit de tout, malgré tout cela, nous avons des critiques à faire du capitalisme artiste qui souvent n'est pas à la hauteur de lui-même. Nous devons lutter pour faire évoluer les marchés vers la qualité, car ce n'est pas l'imbrication de l'économie et de l'art
qui est détestable, c'est que trop souvent, le pôle commercial l'emporte sur la dimension créative. Le capitalisme artiste est déchiré en lui-même. Il suffit de parler dans les entreprises. Vous avez le pôle commercial, le pôle comptable qui dit tout le temps « baissez les coûts, c'est trop cher ». Et puis les pôles créatifs qui veulent faire des belles choses. Nous devons encourager dans les écoles les futurs managers et de comprendre, selon le mot de Lowy, Raymond Lowy dans l'entre-deux-guerres, la laideur se vend mal. La laideur se vend mal. Nous devons aller vers le sens de la création et qui est une aspiration légitime des hommes modernes. Et pour cela, nous devons investir dans la formation artistique et dans la sensibilisation des managers. Il faut travailler vers les marchés de la qualité et non pas simplement de la consommation de masse. Enfin, dernier point, c'est un problème gigantesque. Et le capitalisme artiste, alors finalement, est-ce qu'il nous rend heureux? La question se pose, parce que quand même, on nous offre beaucoup de choses, on a de la musique, on a des séries, on peut voyager, on a des belles choses à la maison, on a beaucoup de choses qui sont belles, que nous aimons. Mais est-ce qu'on est plus heureux? La réponse est non. Partout, le stress, l'anxiété, les dépressions sont croissantes dans notre monde. Donc il y a une inflation artistique, esthétique, mais qui n'a pas son répondant dans le bonheur des gens. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Je ne pense pas que c'est l'art qui donne le bonheur. Mais je pense qu'il peut donner des moments de bonheur. Ce n'est pas la même chose. Et c'est la raison pour laquelle, et je m'arrêterai là, je pense que nous devons réévaluer, réhabiliter l'éducation artistique à l'école. C'est désormais, je pense, une aspiration profonde des citoyens. Les citoyens ont une forte demande d'épanouissement personnel. Ils ne veulent pas simplement manger, ils veulent des choses de plus. Ils veulent s'épanouir dans la vie. Et souvent, le travail, il ne permet pas. Le travail, il est dur, il y a des compétitions, il faut des résultats. On a beaucoup de diplômes et puis on fait un travail qui n'est pas formidable. Et les gens souffrent de ça. Il y a une frustration. Et pour beaucoup, pour lutter contre cette frustration, il reste quoi? Le supermarché. Ce n'est pas une solution, ce n'est pas souhaitable, c'est pas mal, mais ce n'est pas souhaitable. On peut faire mieux, mais pour faire mieux, il faut donner le goût. Et le goût, il se forme, il n'est pas dans les gènes, il se forme à l'école. Il faut donner une éducation artistique, pas savante, mais pratique, pour former la sensibilité artistique. Et c'est ainsi qu'on luttera de manière efficace contre l'excroissance consumériste, non pas par des croisades morales, mais en donnant d'autres désirs. Le désir de faire, d'écouter, de produire de l'art là où l'on aime. Je suis spinoziste, je pense qu'on ne combat une passion que par une autre passion, et non pas par la raison. C'est en donnant aux gens des nouveaux goûts, en leur donnant la possibilité d'aimer la musique, de la pratiquer, de peindre, de faire multiples choses, qu'au lieu de se précipiter au supermarché, eh bien, ils iront jouer du piano, jouer dans un orchestre avec des copains ou écrire un livre. C'est quand même un tout petit peu mieux que d'aller dans un supermarché. Je vous remercie beaucoup.